Le carrefour du développement suit avec un nouveau bras de fer entre le juge Michaud et le parquet sur la notion de secret défense. Les instituteurs en colère, ils sont en grève demain contre le nouveau statut des maîtres directeurs signé par Jacques Chirac. L'enquête éclair de la police après le hold-up sanglant de Champigny-sur-Marne. Un gangster retrouvé mort et un autre arrêté aujourd'hui dans le Nord. Et puis ce mardi 3 février, encore un jour de détention pour les otages français du Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'affaire du carrefour du développement, chaque semaine apporte sa moisson de rebondissements. Aujourd'hui, de nouveau, face à face, le juge Michaud, chargé de l'instruction de l'histoire du vrai faux passeport d'Yves Chalier, et le parquet de Paris. Pomme de discorde entre les deux, toujours le problème du secret défense, invoqué par le directeur de la DST, mis en cause dans cette affaire. Pour le parquet, le secret défense, c'est tout à fait normal, pas du tout, rétorque le juge Michaud, qui passe à l'étape suivante. Alors, si vous voulez vraiment tout comprendre, écoutez maintenant les explications d'Olivier Lerner. Cette ordonnance, rendue en fin d'après-midi par le juge Michaud, ne permet plus de douter sur sa détermination à conduire cette affaire jusqu'à son terme. Le juge Michaud estime en effet qu'il n'y a pas lieu d'invoquer le secret défense dans l'affaire du vrai faux passeport de la DST. Le secret défense avait été invoqué par Bernard Gérard, le directeur de la DST, pour ne pas répondre à deux questions. Qui a donné l'ordre d'établir et de remettre à Yves Chalier les vrais faux documents d'identité et qui a reçu cet ordre? Bernard Gérard refusait de parler. Alors le juge Michaud avait demandé à Charles Pasqua son sentiment sur ce refus. La réponse lui était parvenue quelques jours plus tard. Charles Pasqua impose le secret aux fonctionnaires qui seraient appelés à témoigner. Le parquet, qui est sous l'autorité du ministre de la Justice, a fait immédiatement appel de la décision du juge Michaud. La partie de bras de fer continue. Deuxième résolution du juge Michaud. Je me rendrai moi-même ici à Rio pour enquêter et interroger l'ex-chef de la police de l'État de Rio pour savoir comment Yves Chalier est entré et sorti du Brésil. Enfin, le juge Michaud annonce une confrontation entre Yves Chalier et Christian Nucci. L'ancien ministre, partie civile dans cette affaire, reverrait ainsi pour la première fois son chef de cabinet, un face-à-face dont le juge attend beaucoup. Voilà, et puis derrière tout ça, Paul Lefebvre, une très très grosse bataille de procédure. En effet, Olivier vient de le dire, savoir qui a donné le vrai faux passeport à Yves Chalier, pour le juge Michaud, c'est un point capital de l'enquête. Monsieur Gérard, directeur de la DST, a dit au juge, ça, c'est secret défense, et monsieur Charles Pasqua a ajouté, il a raison. Non, dit le juge Michaud. Si, répond le procureur de Paris. Pas question, insiste le juge. Alors ce soir, le procureur de Paris se retourne vers la chambre d'accusation pour lui demander son avis. Alors, si la chambre d'accusation répond « c'est secret défense », le juge Michaud est coincé, disons-le, sur cette piste et tout un pan de l'affaire du carrefour du développement apparaît occulté, si vous me permettez. Si la chambre d'accusation répond « non, ce n'est pas secret défense », c'est-à-dire le nom de celui qui a donné le vrai faux passeport ou inversement, elle crée un précédent, elle embarrasse le ministre et bien sûr, elle fait plaisir au juge. Cependant, d'une manière ou d'une autre, on risque fort de se retrouver en chambre criminelle de Cour de cassation et je ne serais pas étonné que, plus tard, on demande son avis au Conseil d'État. Voilà, grossièrement résumé, une superbe bataille de droit qui risque fort de durer une petite année, ce qui, par parenthèse, peut faire l'affaire, sans jeu de mots, de tout le monde. 3 jours après le hold-up qui a fait 2 morts au centre Leclerc de Champigny-sur-Marne, la police va très vite en besogne. Un des gangsters a été arrêté aujourd'hui à Valenciennes, dans le Nord. Un autre a été retrouvé mort des suites de ses blessures. Et le troisième a été formellement identifié par la police. 3 jours pour retrouver les assassins donc de la petite Stéphanie David et du convoyeur de fonds abattu dans la fusillade. Une enquête éclair dont Roland Sicard et Frédéric Vasseur nous font maintenant le récit. Une enquête ultra rapide. 3 jours après la fusillade de Champigny, 2 des 3 auteurs du hold-up ont été retrouvés dans la région de Valenciennes. Les policiers ont rapidement reconstitué l'itinéraire des gangsters. De Champigny, les malfaiteurs se sont dirigés vers Paris. L'un d'eux est grièvement blessé, il s'agit d'Akli Assouna. Celui-ci fait alors prévenir sa sœur, qui tient un bar dans la banlieue de Valenciennes et dont l'ami est ambulancier. Seulement, le bar, jugé suspect depuis plusieurs semaines par les policiers, était placé sur écoute. C'est en interceptant la conversation que les enquêteurs ont fait le rapprochement avec le hold-up de Champigny. L'ambulance réussit pourtant à partir pour Paris, mais quand elle arrive, il est déjà trop tard. Akli Assouna a succombé à ses blessures.
Le petit groupe décide néanmoins de retourner vers Valenciennes. C'est là que le corps d'Akli Assouna a été retrouvé, enterré dans une remise derrière le bar. Un autre gangster a été arrêté également dans la région de Valenciennes. Le troisième homme, lui, court toujours. Selon les enquêteurs, il se cacherait en région parisienne. Rude journée demain dans les écoles avec le mouvement des instituteurs. Des débrayages et des manifestations sont prévus un peu partout à l'appel des principaux syndicats. À l'origine de la grogne, il y a le statut des maîtres directeurs publié ce matin au journal officiel sous la signature de Jacques Chirac. De quoi s'agit-il? Voici tout de suite les explications d'Estelle Goussy. Avec le décret, le directeur change de fonction et se retrouve à la tête de l'école, le ministère faisant clairement de lui l'interlocuteur privilégié des familles et des élus locaux. Sur le plan pédagogique, il reste l'animateur de l'équipe, mais avec un nouveau pouvoir, celui de décider. À ce titre, il veille à l'application des programmes et contrôle le travail des maîtres. En revanche, et contrairement à ce qui avait été envisagé, le directeur n'intervient pas sur la notation de ses collègues, elle reste sous l'entière responsabilité de l'inspecteur. Toujours chargé des tâches administratives, le directeur apparaît en plus comme le garant du service public. En clair, il doit s'assurer que l'école est ouverte aux élèves, même les jours de grève. Qui peut devenir directeur? Toujours les instituteurs volontaires, mais plus seulement à l'ancienneté. Comme avant 1981, une commission sera chargée de tester ses aptitudes. Pour assumer ses nouvelles responsabilités, sa formation est renforcée, son salaire augmenté, environ 600 francs de plus par mois, mais rien dans le décret ne prévoit de le soulager d'une partie de l'enseignement qu'il doit toujours assurer. Et déjà quelques incidents cet après-midi entre maîtres directeurs justement et instituteurs, les seconds contestant les premiers. Un dialogue en tout cas difficile à la lumière de ces dernières semaines. D'autant que les parents d'élèves ne comprennent pas bien l'enjeu de cette querelle. En voici l'illustration dans une école du 13e arrondissement de Paris d'où reviennent Lorraine Cusin et André Sora. Une école du 13e arrondissement dans un quartier plutôt populaire. 200 enfants, 140 familles. Ici, la semaine dernière, les enseignants, avant la grève, ont provoqué une réunion d'information à l'intention des parents. 40 familles se sont déplacées, mais dans l'ensemble, dans cette école-ci, les parents ne comprennent guère les nouveaux textes ou s'y intéressent de loin. On n'est pas vraiment bien au courant, n'étant pas concernés vraiment directement. Maintenant, c'est sûr que l'école marchait bien depuis des années de cette façon. Pourquoi du jour au lendemain faut-il tout remettre en question et créer un autre statut? Bon, si, ça m'intéresse, mais j'ai pas suivi parce que je travaille, j'ai pas le temps de venir aux réunions, j'ai pas suivi. Mais est-ce que vous savez si quel texte a été signé? Je suis pas au courant, non. Il y a eu grève la semaine dernière? Oui, ça je suis au courant. Les parents étaient déjà persuadés que le directeur avait un rôle pour eux. Vous savez, le fait d'être directeur, ça pose déjà une hiérarchie. Donc le directeur était le directeur, il y avait les maîtres à côté, tout fonctionnait très bien. Et du jour au lendemain, lorsqu'on a parlé de nouveau statut de directeur, les gens se sont posé des questions. Pourquoi il y a déjà un directeur? Pourquoi changer le statut? Qu'est-ce que ça veut dire? La difficulté pour les instituteurs au stylothèque sera donc maintenant d'arriver à sensibiliser les familles sur leurs actions à venir. C'est notre rôle d'expliquer et de continuer à expliquer. Comme on le fait avec les enfants, on explique plusieurs fois, aux parents on fait pareil. Mais vous êtes leur seule source d'information? Enfin, j'espère quand même qu'ils regardent la télévision, qu'ils lisent les journaux, mais enfin le seul contact vraiment humain, c'est nous quand même. L'école ne prévoit aucune grève pour l'instant. À partir de jeudi matin, durant la première heure, tandis qu'une moitié des instituteurs accueillera les enfants, l'autre organisera des rencontres avec les familles. Le ministre de l'Éducation, M. René Monoris, se retrouve donc une nouvelle fois en première ligne. Invité d'Antenne de Midi, il justifiait ainsi sa réforme. Je vais faire un sondage qui sera sans doute publié. Plus de 70% des Français, à égalité à gauche comme à droite, sont pour le renforcement du pouvoir du directeur dans l'école. Alors, il faut quand même aussi de temps en temps ne pas oublier qu'il y a une opinion publique qui compte, qui probablement est surprise de ce débat, et je le répète, qui est une mesure de bon sens. C'est un débat qui est complètement dépassé. Je crois que moi je suis tout à fait prêt à discuter, comme je l'ai fait pour les mesures d'application. Ça me paraît une mesure saine. J'ai même entendu à la tribune de l'Assemblée nationale, quand j'ai fait voter mon budget, mon prédécesseur qui disait qu'il était pour cette mesure. Si je suis là, c'est pour essayer de faire bouger les choses avec l'accord du plus grand nombre et dans le sens, que je le répète, que la France puisse gagner demain. Non. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai jamais envisagé, je n'envisagerai pas pour ma propre action, la pause.
Pas de pause, affirme donc René Monory, vous l'avez entendu, référence aux derniers événements politiques qui ont amené le gouvernement à prendre quelques reculs dans son calendrier de réforme. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le Premier ministre Jacques Chirac entend bien retrouver le rythme dès la prochaine rentrée parlementaire. Il va ainsi demander la confiance aux députés dès la prochaine rentrée parlementaire, dès l'ouverture de la session de printemps, c'est-à-dire le 2 avril prochain, une manière de prendre la température de sa majorité. D'autant que les soucis ne manquent pas pour le gouvernement. Vous savez ainsi depuis hier soir qu'il n'y aura pas, sauf coup de théâtre, d'accord salarial dans la fonction publique. Les 7 syndicats se sont quand même donnés jusqu'à vendredi pour se prononcer définitivement. En tout cas, une recommandation bien intéressante dans ce contexte, elle vient du CNPF et elle se préoccupe des salaires dans le secteur privé cette fois. Le CNPF qui demande aux patrons de jouer la rigueur et de privilégier le mérite pour les prochaines augmentations de salaire. Salaire au mérite, prime à la productivité, 2 éléments qui sont déjà pris en compte dans les entreprises françaises, comme celles qu'ont visité Patrick Boitet et Philippe Peter, c'était en Alsace. Chez ce fabricant de soupapes, les salaires dépendent de la qualité du travail de chacun. Ici, il n'y a plus d'augmentation collective des salaires, mais un système de primes mensuelles basé sur les gains de productivité de l'entreprise. L'importance du bonus varie selon les résultats, la référence de base étant la production obtenue décembre 85. Et ça marche. TRW Jeudi fabrique 50 000 soupapes par jour. En 85, il fallait 4600 heures de travail pour arriver à ce résultat. L'année dernière, 4000 heures seulement, soit un gain de productivité de 14%. Au début, personne n'y croyait, tout le monde rigolait, hein, parce que les 2 premiers mois, on n'a rien touché du tout. Le 3e mois, on a touché 3 francs de prime. Ah non, c'est pas beaucoup, hein. 3 francs de prime, et le 4e mois, alors on commençait déjà à augmenter, 106 francs. Après, on avait la paye d'après, 294 francs. Le dernier mois-ci, on est à 560 francs de prime. Vous aimeriez pas revenir à l'ancien système? Ah non, non. Tout ce qu'on a déjà acquis, c'est déjà le principal. Hein. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement d'améliorer les rendements. Productivité doit rimer avec qualité. En bout de chaîne, les contrôleuses ne sélectionnent d'ailleurs que les pièces sans défaut, les seules à rentrer en compte dans les calculs de production. Mais bien sûr, toute cette organisation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Dans tous les services, les cadres ont mis sur pied des cercles de qualité. Le défi de l'excellence, lancé chez TRW Jeudi, s'appuie sur une véritable révolution des mentalités. C'est-à-dire qu'avant, on avait donc le secteur usinage, le secteur brut, le secteur entretien. Chacun avait ses problèmes et chacun, je dirais, résolvait ses problèmes dans son coin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit de plus en plus que les problèmes du brut, les gens de l'usinage s'y intéressent et vice-versa. Donc je dirais qu'il y a une certaine unification des différentes parties de la société. Et la direction a fait ses comptes. Même en partageant les gains de productivité avec les salariés, l'entreprise est gagnante. L'intérêt du système, c'est que tous les gains sont partagés entre l'entreprise et le personnel à 50% pour chacun. Autrement dit, ce qu'on dépense en prime d'intéressement pour le personnel, on le retrouve sous forme d'économie pour l'entreprise à même hauteur. Signé par la CFDT, majoritaire dans l'entreprise, l'accord a été reconduit cette année. Les employés semblent y trouver leur intérêt. En moyenne, les salaires ont augmenté de 6% en 1986. Voilà, négociation en tous azimuts, Gérard Leclerc, dans le public, dans la fonction publique, dans le privé. Le gouvernement joue très gros dans cette affaire. Absolument. Je crois qu'on peut même dire que les premiers mois de 87 sont ceux de tous les dangers pour le gouvernement. Celui-ci a fait de la maîtrise des salaires la clé de voûte de sa politique économique. Pour l'instant, malgré quelques petits accros à EDF ou à la SNCF, il a tenu ferme sur la rigueur salariale dans le secteur public. Dans le privé, la modération est également de mise. Certes, les accords avec les syndicats sont très rares dans les branches professionnelles. On se contente d'y appliquer les recommandations patronales qui tournent autour d'1,5 point d'augmentation. C'est le cas dans le pétrole ou la chimie, un peu moins dans les textiles et davantage 2% dans les matières plastiques. Mais de plus en plus souvent, l'accord salarial se fait au niveau de l'entreprise où différentes formules redonnent un peu de souplesse à la négociation. C'est le développement rapide des augmentations liées au mérite ou à la productivité, avec le cas extrême de Digital Equipment dans l'informatique où la hausse atteint 7%. Globalement, pourtant, on respecte les consignes gouvernementales et patronales.
Mais que se passera-t-il si les prix dérapent? L'annonce par Édouard Balladur sur notre chaîne d'un mauvais mois de janvier, sans doute un peu plus de 0,6%, compte tenu du pétrole, du froid et des prix libérés, a joué un rôle non négligeable dans l'échec des négociations dans la fonction publique. De nouveaux dérapages les mois qui viennent pourraient bien réveiller les revendications salariales qui sommeillent. Les hausses et les baisses du mois de février. En hausse les allumettes et les briquets, plus 5 centimes pour les petites boîtes d'allumettes, plus 50 centimes pour les briquets. Et puis côté baisse, le téléphone, moins 1 centime de moins donc sur la taxe de base. François Mitterrand en visite sur le site nucléaire du plateau d'Albion où sont enterrés quelques-uns des principaux outils de notre force de frappe, de dissuasion. Un voyage prévu de longue date mais qui avait dû être retardé pour cause de météo défaillante. Une visite en tout cas symbolique si l'on se souvient que François Mitterrand avait défendu ce site contre l'avis du gouvernement lors de la discussion sur la loi de programmation militaire. M. Mitterrand qui a d'ailleurs réaffirmé tout à l'heure l'importance de ce plateau d'Albion. C'était en fin d'après-midi. Albion fait partie du système au premier degré. Comme tout ce qui menace l'intégrité de notre sol, et par là notre indépendance. Donc là vous avez vraiment, je ne sais pas si vous n'avez pas pu visiter, mais enfin vous connaissez les lieux, vous savez ce qui s'y passe. C'est ce qui véritablement touche à l'épiderme même de notre défense. Il ne faut pas y toucher. Autrement, c'est le signe que cet adversaire prend le risque d'une guerre nucléaire. C'est déjà lancé dans une guerre nucléaire. Notre raisonnement continue de valoir. Notre dissuasion joue. Notre force est suffisante. Et nous sommes encore, et nous continuerons d'être au-dessus du seuil de crédibilité. Mais grâce notamment à Albion. C'est pourquoi j'y tiens beaucoup. Et je tiens à ce que l'on préserve ce site, à ce qu'on le durcisse, à ce qu'on le renforce. Sommes-nous à la veille d'une intervention américaine au Liban? On jure que non à Washington et on précise même qu'aucune opération n'est à l'ordre du jour pour libérer les otages. Il n'empêche que tout donne à croire aujourd'hui que le Pentagone se prépare, disons, à toute éventualité au large de Beyrouth. L'état-major américain vient ainsi de dépêcher sur place 2 mastodontes de la marine américaine. Alors, une telle opération est-elle jouable et avec quels moyens? C'est l'enquête qu'ont menée Jean-Marc Ilouz et Philippe Lefay. Le porte-avions Kennedy, ici en escale à Malaga la semaine dernière, ne rentrera pas comme prévu aux États-Unis. Cap, Méditerranée orientale. Il va y rejoindre, entre autres mastodontes, le porte-avions Nimitz. Ce n'est pas la première fois, mais comment ne pas noter que la 6e flotte renforce aussi sa capacité d'intervention terrestre en doublant les effectifs embarqués de ses fusiliers marins, 3800 Marines au lieu de 1900. Faut-il en conclure que Washington s'apprête à frapper, comme ne l'excluait pas la semaine dernière le secrétaire d'État américain George Shultz, que désormais les États-Unis ont défini leur cible? Réponse ambiguë du Pentagone, officiellement, aucune opération de représailles ou de libération des otages n'est prévue. Malgré tout, à Beyrouth, le djihad islamique pour la libération de la Palestine a pris ses précautions. Il a dispersé ses otages et a menacé de les tuer en cas d'attaque. Son frère jumeau, le djihad islamique, a proféré la même menace. Alors, simple bruit de botte ou véritable opération de représailles pour relever le défi lancé par les ravisseurs, la seule chose certaine est qu'un bombardement américain aurait pour seul effet de tuer les otages sans vraiment toucher les kidnappeurs qui s'en sortiraient comme des héros. Reste que les mouvements de la flotte américaine ne sont pas uniquement liés à la situation au Liban, dans une région stratégique dominée par le conflit Irak-Iran. Dans l'océan Indien et dans le nord du golfe Persique, les États-Unis, inquiets des succès de la dernière offensive iranienne, renforcent depuis une dizaine de jours déjà leur présence navale. Présence jugée rassurante par les amis arabes de Washington, mais considérée comme une pression directe par l'Iran. Voilà donc pour le terrain, avec ce renforcement militaire en Méditerranée. Les prochains jours nous dirons s'il est à mettre au compte de la prévision ou plus simplement de la gesticulation. Ce qui est avéré en tout cas, c'est le changement d'appréciation du public américain sur la situation au Liban. Une opinion américaine qui est maintenant sous le coup des 6 dernières prises d'otages. Sur le climat aux États-Unis, voici notre correspondant Jacques Abouchard.
À 8 ans d'intervalle, les États-Unis revivent le même cauchemar. En 1979, à Téhéran, on avait enfermé leurs diplomates. Aujourd'hui, à Beyrouth, on séquestre leurs ressortissants. L'opinion, la presse, les milieux politiques oscillent donc entre deux sentiments pas forcément contradictoires. 1. Le gouvernement n'agit pas avec toute l'efficacité requise pour arracher les otages à leurs ravisseurs. 2. Les Américains enlevés dernièrement ont fait preuve d'inconscience. Ils sont allés se jeter dans la gueule du loup, malgré les appels insistants de Washington, demandant à ses ressortissants de ne pas se rendre au Liban. L'option militaire n'est ni vraiment retenue, ni totalement écartée, car chacun sait qu'il faudrait en payer le prix, probablement de la vie des otages. Si on fait les comptes, il y a maintenant 8 otages américains au Liban, sans compter ce professeur indien qui réside aux États-Unis et qui a lui aussi été enlevé. Et puis, en marge de cette affaire, mais toujours en liaison avec la situation au Proche-Orient, je dois encore vous dire que le procès de Georges Ibrahim Abdallah s'ouvrira le 23 février prochain à Paris. Le chef présumé des FARL sera jugé par une cour d'assises composée de magistrats professionnels. Les Anglais l'appellent Tantine. C'est l'une des institutions majeures de la démocratie britannique. Et pourtant, la BBC, la célèbre télévision anglaise, est aujourd'hui au cœur de la tourmente, coup sur coup. C'est la démission de son directeur général, pour des raisons politiques à peine voilées, et une perquisition dans les services d'information de la BIB à propos d'un reportage jugé dangereux pour la sécurité du pays. Deux affaires en tout cas qui sont suffisamment importantes pour que l'on en parle à la Chambre des communes. À Londres, Alain Cancès pour plus de précisions. Cette perquisition faisait suite à l'interdiction par le gouvernement britannique, au nom des intérêts de la sécurité nationale, d'une émission de la BBC consacrée à un projet militaire top secret, le projet Zircon, la fabrication d'un satellite espion destiné à surveiller l'Union soviétique et les pays de l'Est. Les policiers étaient, semble-t-il, à la recherche d'éléments pour établir l'identité des responsables de la fuite qui ont permis à quelques journalistes d'être au courant de ce projet. Cet après-midi, au cours d'un débat extrêmement violent à la Chambre des communes, les députés de l'opposition ont accusé Mme Thatcher d'utiliser cet argument pour faire peur aux journalistes et les empêcher de faire leur métier à l'approche des élections législatives. Faux, a répondu Mme Thatcher, le gouvernement n'a rien à voir avec l'action de la police. Mais il est normal que la police fasse ce qui lui semble nécessaire lorsqu'il s'agit de problèmes intéressant la sécurité nationale. Cette perquisition de la police dans les locaux d'une station de télévision est une première dans l'histoire de la Grande-Bretagne. De plus, elle fait suite à la récente démission forcée de M. Milne, le directeur général de la BBC, qui avait la confiance de ses journalistes. De nombreux conservateurs eux-mêmes, le parti de Mme Thatcher, sont à la fois gênés et inquiets. Ils savent que dans un pays où tous, quelles que soient leurs opinions, sont très attachés à l'indépendance d'action des journalistes et à la liberté de la presse, ce genre d'incident est de nature à faire beaucoup de mal au gouvernement. C'est officiel, le gendre de Leonid Brejnev arrêté pour corruption à Moscou. Il aurait touché des pots de vin qualifiés d'importants alors qu'il était vice-ministre de l'Intérieur. La preuve en tout cas que Mikhail Gorbatchev est bien décidé à faire le ménage sur ce thème de la corruption. Le mystère, ou plutôt les mystères de la Grande Pyramide qui n'a jamais fait autant rêver. Chapitre 1, il y a quelques mois, c'était en septembre dernier, 2 jeunes architectes français perçaient des trous dans les parois de Khéops en espérant y découvrir des salles inconnues. Ils ne trouvèrent que du sable, ce qui leur valut les quolibets des scientifiques de renom qui n'hésitèrent pas à les traiter de Tintin, ce qui est une erreur manifeste de bande dessinée. Deuxième chapitre aujourd'hui, tout repart avec les découvertes que vient de faire une équipe de scientifiques japonais. Explication avec notre spécialiste Patrick Esther. Ces images, très difficiles à interpréter pour des non-spécialistes, ont été réalisées par une équipe de Japonais avec un appareil à rayonnement électromagnétique. Une sorte de radiographe pouvant traverser jusqu'à 10 mètres de roche. Elle prouve qu'il existe effectivement des cavités à l'intérieur de la grande pyramide de Khéops. Nos savants égyptologues se sont donc trompés, et les 2 jeunes architectes d'Arras et de Lille avaient bel et bien raison. La théorie, échafaudée par Gilles Dormion et Jean-Patrice Guadin, selon laquelle il existerait des galeries encore inexplorées, semble maintenant juste. Au mois de septembre dernier, un groupe de Français commandité par EDF avait mené une campagne de forage sur les indications des architectes. Mais ces forages avaient dû être interrompus parce qu'ils débouchaient dans du sable. C'était la première fois qu'on en trouvait dans la pyramide. Les égyptologues en avaient déduit que ce sable s'était infiltré lentement entre les pierres
depuis la construction de la pyramide. Les architectes, eux, pensaient plutôt à un système de sablier utilisé dans l'Antiquité pour faire descendre doucement de lourdes pierres afin de condamner des issues. Durant le mois de janvier, les Japonais ont procédé à plus de 200 mesures. Outre les 2 pièces d'une dizaine de mètres cubes chacune, photographiées dans le couloir menant à la chambre de la reine, ils ont aussi trouvé sur le plateau de Giza 5 cavités communiquant entre elles au pied du fameux sphinx. Enfin, ils ont confirmé l'existence d'une seconde barque solaire enterrée sur la face nord de la grande pyramide. Une barque en bois comme celle-ci, pratiquement intacte malgré ses 4650 ans d'existence. Une barque que les pharaons utilisaient pour gagner l'au-delà. En attendant, si le sphinx, le vrai, couve un trésor, en voici un autre plus petit puisqu'il ne pèse que 8 tonnes. Il s'est envolé ce matin d'une fenêtre du Louvre à destination du Grand Palais où il sera le gardien d'un autre trésor que nous envoient les Égyptiens. Il s'agit des ors et des joyaux de Tanis découverts par des Français juste avant la guerre dans le delta du Nil. Prévoir de bonnes chaussures pour l'exposition puisque Tanis arrive juste derrière Toutankhamon dans le hit-parade des trésors égyptiens. Les skieurs français en panne de glisse avec une nouvelle déception côté dames aujourd'hui dans le supergéant de Crans-Montana. La première française se place en 12e position à plus de 3 secondes de la meilleure Suisse, la Suissesse Maria Waliser. Ce qui sépare la Suissesse de la Française, eh bien en image tout de suite, réponse avec Alain Verneau et cela vous permettra de mieux comprendre pourquoi nos skieurs ou nos skieuses ne sont presque jamais sur le podium. Maria Waliser à gauche, Catherine Quitté à droite. Parcours comparé, impulsion excellente, bon départ pour les deux pendant les 10 premières secondes. Le supergéant, c'est l'art de mélanger la vitesse et la technique. Ça se complique pour Catherine Quitté à la 13e seconde du parcours. Elle dérape vers l'extérieur en déséquilibre, là où Maria Waliser est déjà en position de recherche de vitesse. Le même exemple sous un autre angle. Maria Waliser parvient à remonter la pente pour mieux déclencher son prochain virage. La même où Catherine Quitté, elle, dérape toujours dans la pente. Et en vitesse normale, Waliser, normale, est en avance. Je gardais plus mes pieds que le parcours et après j'ai eu des mauvaises directions de prise et j'ai vraiment fait des fautes. La plus grosse faute de Catherine Quitté, 42e seconde du parcours. Chahutée par une bosse, Quitté quitte sa trajectoire et s'éloigne beaucoup trop de la porte suivante. Là où précisément Maria Waliser, elle, reste bien dans la trajectoire et peut amorcer la porte rouge plus vite. Passage comparé, Waliser encore en avance. J'ai eu de la frite pour faire ce super géant Et à l'arrivée, la sanction est dure pour Catherine Quitté, plus de 3 secondes de retard sur la Suissesse. L'une est championne du monde, l'autre 18e seulement. Voilà, Laurent Boussier aussi à la frite ce soir et pour la météo, il nous fait un prix de gros, c'est ça? Absolument, parce que c'est plutôt la grisaille, ce n'est pas la couleur de la frite, la grisaille qui sera partout, c'est normal. Nuages bas, brouillard et brume, ça va être tristouné. Alors sur la photo prise par le satellite Météosat, on voit encore beaucoup de nuages. Alors il y a les résidus d'une perturbation qui vont rester demain sur toutes les régions, sur le quart sud-est. Et puis il y a des brouillards qui étaient aujourd'hui sur la France, des nuages qui ne vont pas beaucoup bouger, qui vont se dissiper lentement sur place. Ça nous donne une matinée très brumeuse et une journée à peine meilleure. Sur toute la moitié sud-est du pays, ciel couvert avec des précipitations assez abondantes sur les Alpes, sur le Massif central, sur les Pyrénées. Le tout accompagné de vents d'est-sud-est assez forts, 40 à 50 km/h. Sur le reste du pays, matinée donc très brumeuse avec des brouillards givrants, visibilité extrêmement réduite, parfois inférieure à 10 mètres. Et puis dans la journée, on peut espérer peut-être quelques petites éclaircies. Les températures sont beaucoup plus douces que les jours précédents, c'est normal. Il reste une petite température négative, c'est à Strasbourg, -1. Partout ailleurs, elles sont positives, 4 degrés à Paris et 9 degrés à Brest pour la moitié nord. Et entre 5 et 7 degrés dans le Massif central et dans le centre, jusqu'à 12 degrés sur la moitié sud et 14 degrés à Ajaccio, qui sera donc la ville la plus douce. Notre agenda demain sera le mercredi 4 février. Le soleil se lèvera à 8h19, se couchera à 17h51. 3 minutes de soleil en plus pour ceux qui auront la chance de le voir. Et nous fêterons les Véroniques. Très joli prénom. Dernier journal, c'est avec Philippe Arroir aux environs de minuit moins 10, 23h50 si vous préférez. Ça a l'air plus tôt. Et puis je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée, bien sûr sur Antenne 2.